On enchaîne tout de suite donc, avec Wilton Barroso qui va nous dire quelques mots sur les relations entre Carlos Fuentes et Milan Kundera. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Université de La Rochelle dans la personne de Diego pour ses chaleureux accueils. Je dois dire encore un petit merci à la CAPES du ministère brésilien de l'Éducation qui a financé en partie ma recherche et mon voyage. Je suis venu ici pour vous parler d'une amitié étrange, puisque je vais vous parler de deux personnages qui vivent dans des parties différentes du monde. Carlos Fuentes, qui est mort il y a quelques mois, écrivain mexicain, et Milan Kundera, écrivain tchèque, qui a immigré aux années 80 en France et a pris la nationalité française. Je les présente comme deux écrivains périphériques, dans les sens qui, depuis très longtemps, les centres du monde est l'Europe occidentale, et pendant le XXe siècle, s'est développé un axe entre l'Europe occidentale et les États-Unis d'Amérique. Dans ce sens, je comprends ces deux écrivains comme deux écrivains périphériques dans les cadres du monde moderne. Tout d'abord, il faut expliquer comment ça commence, cette amitié. Cette amitié a débuté à la fin de l'année 1968, année mythique, où Carlos Fuentes, en compagnie de Julio Cortaz et Gabriel García Márquez, sont partis à Prague pour les prix de l'année 1968 de l'Union d'écrivains tchèques. Les lauréats étaient pour un jeune et prometteur écrivain, Milan Kundera. Donc, c'est comme ça qu'ils sont connus. Il y a un petit détail, un peu farfelu, qui tous les deux racontent dans des textes théoriques, que Milan Kundera est apparu à l'hôtel en invitant les trois écrivains latino-américains à venir dans une sauna. Seulement, Carlos Fuentes a accepté cette invitation. Et bon, en arrivant au sauna, Kundera explique à Fuentes la raison pour laquelle il était invité là. Parce que selon lui, il y avait des oreilles partout. Il fallait faire une grande dénonciation au monde. La farce de l'invasion soviétique à Prague. En grande partie, il va nous raconter ça quelques années plus tard dans son livre le plus connu, que c'est L'insoutenable légèreté des lettres. Et il faut le dire, 1968, je crois bien que personne ne connaissait les Russes Solzhenitsyn, encore moins son célèbre livre sur les goulags. Donc, c'est une nouveauté. Présenter un écrivain sud-américain à la fin des années 60, un récit selon lequel l'autre côté du mur était une farce. Il faut retenir qu'à cette époque, pratiquement tout le monde croyait que l'avenir serait communiste. Donc, voilà la manière qu'ils se sont rencontrés. Au moment du le revoir, Kundera a fait une demande à Fuentes, qui, en rentrant à Mexico, il devrait publier dans un journal un article où il dirait tout ça. Je pense que ce n'est pas difficile d'imaginer comment les pauvres Fuentes étaient embêtés, un latino-américain intellectuel, de façon évidente de gauche, à penser comment dire tout ce qu'il avait écouté de Kundera de façon à que les gens puissent l'écouter. C'est comme ça que l'amitié a débuté. Il y a pas mal d'échanges de lettres et un grand nombre de textes théoriques d'une part et d'autre qui nous font remarquer cette amitié. Elle va se développer encore de façon plus dense quelques années plus tard à Paris. Parce qu'à un moment donné, Carlos Fuentes est nommé ambassadeur de Mexico en France et Kundera exilé tchèque en France. Donc, comme ça, a commencé à débuter toute une amitié. Et tout d'abord, ils vont découvrir
qu'ils ont une espèce d'origine littéraire commune. Il s'agit de Hermann Brohr, écrivain autrichien juif, qui a notamment écrit une trilogie qui s'appelle Les Somnambules. Et ces trois romans dans un parlent de deux moments esthétiquement différents, les romantismes, l'anarchie et les réalismes. Et les narrateurs de Brohr peuvent parcourir dans les temps de façon non contrée. J'entends par là que je peux transférer les romantismes au réalisme, et quand je fais ça, le réalisme est hors du temps et il acquiert un sens complètement différent. Je peux donner un exemple. Les grands personnages du romantisme, c'est Passenov, qui, pendant la période du réalisme, devient préfet, une espèce de maire militaire d'une ville allemande, d'une ville française dominée par l'armée allemande à la Première Guerre mondiale. Il rencontre un soldat blessé. Il lui demande « Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'était un couteau ?» « Non, mon général, c'est une arme chimique. » Et sa réflexion va dans le sens « n'existe pas des militaires éthiques de nos jours ». J'entends par là que les romantismes déplacés à l'époque de la Première Guerre mondiale fait de ces personnages un naïf. Il n'est plus un héros. Donc, à la lecture qui fait Kundera et Fuentes de Hermann Brohr, c'est que cet auteur manipule les temps. Et quand il manipule les temps, il peut nous montrer combien c'est difficile de vivre les présents. On n'est jamais sûr de ce qui nous viendra. Donc, c'est toujours incomplet et risqué parler du présent. Sauf si on vit dans ce qui appelle Kundera un observatoire littéraire, où, en quelque sorte, on joue les rôles des dieux. On sait ce qui s'est passé et on peut très bien deviner l'avenir. Donc, pour eux, la meilleure façon d'exprimer ça dans la culture, c'est d'écrire des romans. Donc, les romans servent à nous montrer l'incomplétude, les changements du temps, la perception selon laquelle, quand on regarde les passés au présent, on peut avoir des certitudes. Mais quand on regarde les présents au présent et les futurs au présent, nous n'avons jamais la certitude de ce qui nous viendra. Donc, ils vont aussi réfléchir beaucoup sur l'année 1968. Quelques années plus tard, vers les années 70, Carlos Fuentes sort un essai théorique qui s'appelle 1968, Prague, Paris, Mexico. Il essaie de montrer que les mai du 68 à la Sorbonne n'est pas seulement français, mais il est énormément latino-américain. Dans ce sens, argentin, brésilien, mexicain, vénézuélien, etc., etc. Parce que c'était un moment où les continents latino-américains vivaient sur des différentes dictatures. Donc c'était un moment d'exprimer la liberté et en même temps de réfléchir à la misère qui est arrivée à Prague. Donc c'est là, effectivement, les premiers textes où Fuentes va commencer à avertir l'Occident, en quelque sorte, du danger stalinien. Et bon, cette amitié se développe de façon très claire quand on commence à regarder
la manière qui Kundera parle de Fuentes et la façon dont Fuentes parle de Kundera. Je les cite. Dit Kundera, tout à coup, je vis dans mon quartier de l'Europe centrale, en Amérique latine, deux rives de l'Ouest situées aux extrémités opposées, deux terrains abandonnés, négligés, méprisés, et aussi deux parties du monde profondément marquées par l'expérience de la période baroque. Fin de citation. Carlos Fuentes va dire à peu près à la même époque ceci. Nous, en Amérique latine, avons pleine condition de parler de l'impérialisme et des invasions, de la lutte entre David et Goliath. Nous, l'Amérique latine et l'Europe centrale, pourrions défendre avec droit de part et d'autre de l'histoire les principes de la non-intervention. Donc, cette amitié se développe sur la couverture de ce qui s'est passé au monde à l'année 68. Fuentes continue dans un autre texte théorique qui s'appelle « La géographie du roman », une réflexion sur l'œuvre de Kundera. Alors, il trouve que les mots central dans l'œuvre romanesque de Milan Kundera, c'est le mot « idylle ». Et il dit à peu près ceci de ces mots. Je les cite. Pardon, non, je me suis trompé de... Les mots « idylle », rarement utilisés en France, mais qui étaient un concept important pour Hegel, Goethe et Schiller, ils représentent l'état du monde avant les premiers conflits, ou en dehors des conflits, ou avec des conflits. Il n'est pas que des malentendus, donc des faux conflits. En ce sens, il commence à interpréter l'œuvre de Kundera comme l'œuvre qui dénonce l'idylle, sans jamais parler, parce que, selon Fuentes, c'est un mot à ne pas prononcer, encore moins à écrire, qui c'est le mot idylle. Parce qu'il va cacher des faux conflits. Et il commence à se rendre compte d'un sens philosophique inespéré de l'œuvre de Kundera. Ces sens seraient en fait les contrôles du temps et de l'histoire. Donc, les pouvoirs communistes en place contrôlent les temps pour mieux contrôler l'histoire. Il entend par là que le communisme de l'Est s'en sert de la même méthode que la chrétienté s'est servie pendant le Moyen-Âge, les contrôles du temps. Ce qui va difficulter énormément que les êtres vivants se rendent compte du présent. On parle de contrôle du temps. Oui, ok, parfait. Je termine. Donc, ces contrôles du temps fonctionnent de la façon suivante. Les présents au réalisme communiste n'intéressent pas, parce qu'on doit travailler pour un avenir, c'est celui de la société égalitaire sans classe. De la même façon que la chrétienté a dit par le passé, il dit encore aujourd'hui, les présents n'intéressent pas, la vérité, c'est aux cieux. Donc, je me prépare au paradis. Cela impose une difficulté énorme pour l'être humain de vivre au présent. Parce que, surtout dans cette époque du politiquement correct, on doit accepter les présents. On ne doit jamais critiquer les présents. Et on doit travailler pour l'avenir. Et quand je parle de ça, je me rappelle d'un poète brésilien qui dit que l'avenir ne veut du bien à personne. Donc, le problème est là. Les temps passent à être contrôlés. Et si on prend une tradition philosophique où je situe Nietzsche, Foucault et Agamben, et si je retiens que Friedrich Nietzsche a beaucoup insisté de passer ses derniers jours dans une ville conservatrice et extrêmement bourgeoise comme était Turin, pour la critiquer, pour être ceux qui appellent Agamben au jour d'aujourd'hui être un contemporain. Donc,
si on s'aperçoit de l'importance et du danger du monde romanesque, c'est que le monde romanesque, il est large, il est loin de la précision du détail scientifique, il est humain, plein de défauts, et pourtant un danger à la société contemporaine. Peut-être c'est la seule chose qui nous reste d'effectivement contemporain, dans le sens qu'il critique les présents. Il fait quelque chose qui n'attire plus l'attention des personnes. Préparer l'avenir. Merci beaucoup. Merci bien.